Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de pouvoir vous donner de l'information concernant les violences sexuelles et sexistes au travail. Donc, cet échange va être enregistré. Voilà, nous sommes les violences sexuelles et sexistes, eh bien, on en parle beaucoup, effectivement, dans les médias actuellement. Maintenant, c'est aussi un sujet pour les entreprises parce que les violences sexuelles et sexistes font partie des risques psychosociaux au même titre que les autres risques professionnels. Donc, l'employeur se doit de s'en occuper, ça fait partie de son obligation de sécurité, dans l'article du Code du travail qui est le L4121. J'ai un souci. Je n'ai pas la main sur le PowerPoint, donc je ne peux pas passer les slides. Merci. Oui, excusez-nous, on a un petit souci de technique ce matin. Donc, c'est ma collègue qui va passer le PowerPoint à ma place. Alors, je vais vous présenter en attendant les intervenants. Nous sommes 3. Il y a donc le docteur Meyer, qui est médecin du travail à la MSN, qui est un service de travail normand. Il y a Madame Rémy, qui est DRH de la société Quevilly Habitat. C'est un bailleur social. Et puis, il y a moi-même qui est Sophie Bardou, psychologue du travail à la MSN. Vous dire pourquoi la MSN s'est impliquée autant sur ce sujet-là. Eh bien, parce que nous avons travaillé avec la préfecture de Seine-Maritime dans un groupe interinstitutionnel, notamment avec l'ARACT et le CIDFF, qui est le Centre d'information des droits des familles, des femmes et des familles. Donc, nous avions créé des outils, nous avons aussi donné des sensibilisations sur le sujet. La durée de notre session, c'est 40 à 45 minutes que nous allons passer ensemble. Sachez que comme ce programme, cette session est enregistrée, il y aura un replay qui sera possible, qui sera visible pendant normalement 1 an. Le fonctionnement de l'outil, alors vous voyez qu'on a des petits soucis techniques ce matin, mais ça va rentrer dans l'ordre. Donc pour ce qui vous concerne, ce qui va être important, c'est l'icône du chat, la petite bulle que vous avez en bas à droite de votre écran. Puisque nous ne pouvons pas vous voir et nous ne pouvons pas vous entendre. Mais par contre, nous pouvons lire vos commentaires et vos questions à travers le chat. Donc, une de mes collègues, Madame Ouvry, va lire et nous synthétisera toutes vos questions et puis nous y répondrons par la suite. Voilà, vous dire que nous allons vous proposer une boîte à outils. Alors, cette boîte à outils, vous la recevrez grâce à votre adresse mail que nous allons pouvoir obtenir. Dans cet outil, dans cette caisse à outils, vous allez avoir des documents, des références, donc les outils que nous avons créés. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce que vous pouvez trouver dans cette boîte à outils parce que le docteur Meyer vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Alors, non, nous n'allons pas faire de la mécanique ensemble, ce n'est pas le sujet, mais en réalité, c'est juste pour vous dire que nous allons avoir 4 temps dans cette session. Un premier temps où je vais vous dire ce que c'est que les risques, les violences sexuelles et sexistes au travail, de quoi on parle exactement, vous plantez le décor, et puis pouvoir savoir la différence entre la séduction, le harcèlement, puisque c'est des questions qui nous sont souvent posées. Donc, je ne suis pas juriste, mais je vais pouvoir vous donner quelques éléments de réponse sur le sujet. Ensuite, le docteur Meyer va interviewer Madame Rémy, donc, qui va nous faire part de son expérience en tant qu'employeur, comment l'idée est venue de travailler sur ce sujet-là, et puis qu'est-ce qui a été fait. Enfin, le docteur Meyer va vous parler des conséquences sur la santé des salariés, mais aussi de l'entreprise. Il y a aussi des conséquences pour l'entreprise et pour le collectif de travail. Et elle vous présentera un petit peu plus donc, les outils, les choses à mettre en place, les plans d'action à mettre en place par un employeur dans son entreprise. Et enfin, le 4e temps, nous répondrons à vos questions et à vos remarques
que vous aurez mentionnées dans le chat. Voilà, alors pour planter rapidement le décor, d'abord, il y a une chose que je veux vous dire, heureusement, dans les entreprises, on peut continuer à faire de l'humour, on peut continuer à séduire et à vouloir séduire. La séduction et l'humour sont possibles, mais sous certaines conditions, et on verra lesquelles. Alors, quelques chiffres. D'abord, vous dire que les hommes comme les femmes sont ou peuvent être victimes de violences sexistes ou de violences sexuelles, sachant que le sexisme, c'est le terreau des violences sexuelles, mais que quand même, majoritairement, très majoritairement, ce sont quand même plutôt les femmes qui sont victimes. Un 9 majeur sur 10 sont des femmes. On pense quand même que les hommes, il y a plus d'hommes qu'on ne croit à être victimes, mais que les hommes osent encore moins que les femmes dire ce qu'ils vivent, les difficultés, parce qu'il y a la honte, il y a la gêne, il y a le tabou, voilà. Enfin, il faut quand même savoir que dans 98% des cas, les auteurs sont des hommes. Maintenant, messieurs, si vous ne vous sentez pas concernés, ne prenez pas cela pour vous. On dit les violences sexuelles, on en parle dans les médias, il y a eu MeToo, balance ton porc, etc. Donc tout ça, c'est très à la mode. On en parle parce que c'est à la mode, peut-être. Sauf qu'on constate, quand on interroge les actifs et les actives, qu'ils considèrent que le harcèlement sexuel n'est pas assez reconnu, il n'est pas assez connu non plus dans les entreprises et dans la société en général. Vous dire que seulement 5% des cas de harcèlement sexuel ou de violence sexuelle plus largement sont portés devant la justice. Les victimes n'osent pas. Les victimes ont honte, se sentent coupables, ont peur d'être culpabilisées, elles doutent d'elles-mêmes. Et puis le sujet est quand même très, très tabou. 30% des femmes n'en parlent à personne, que ce soit au travail, on n'en parle pas aux collègues, on n'en parle pas à la hiérarchie, on n'en parle pas non plus à la maison, on n'en parle pas avec les amis, etc. Donc, il y a beaucoup de victimes qui restent très seules avec cela. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir vraiment de quoi il s'agit quand on parle de harcèlement sexuel et autres violences. Alors, je ne suis pas juriste, comme je vous l'ai dit, mais je vais essayer de vous donner les éléments pour pouvoir savoir de quoi il retourne. Donc, je vous laisse regarder quelques secondes cette petite image. On va considérer que monsieur et madame sont des collègues, qu'ils sont sur leur lieu de travail. On ne sait pas exactement de quoi ils parlent. Je vous laisse regarder voilà, leur posture. En tout cas, il semble y avoir un échange. Maintenant, on va partir du principe, on prend les mêmes et on considère qu'ils sont tous les deux dans un rapport de séduction. Voilà, donc lui, par exemple, pourrait se dire, tiens, elle est mignonne, celle-ci, je tente ma chance. Elle, on voit bien qu'elle est un petit peu en retrait, mais elle se dit, bon, sympa le petit nouveau, il faut peut-être voir. Il peut y avoir des malentendus, mais bon. Donc, on part du principe que là, tous les deux sont dans un rapport de séduction. Donc, quand il y a séduction, les deux individus sont dans un rapport d'égalité. Le but, c'est de séduire, c'est de plaire. Ce n'est pas forcément d'obtenir une faveur sexuelle, en tout cas pas tout de suite. Il y a un respect et il y a de la réciprocité entre ces deux-là, c'est-à-dire que l'échange est réciproque. L'autre est perçu comme un sujet, c'est-à-dire une personne qui pense, qui a des émotions, qui a des avis, donc qui a le droit de dire non. Et donc, il s'inscrit ce rapport s'inscrit dans un contexte de sécurité, de tranquillité. Ça veut dire que les deux personnes sont dans un rapport où il y a du consentement, un consentement mutuel. Les deux personnes sont d'accord pour jouer ce jeu de séduction. Imaginons maintenant, à l'inverse, que tous les deux ne soient pas sur la même longueur d'onde. Monsieur est intéressé, madame ne l'est pas. On pourrait penser qu'il se dit, par exemple, si elle n'est pas encore partie, c'est qu'elle est d'accord. Donc, je continue. Il peut y avoir un malentendu entre les deux. Ou alors, il voit qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, mais il a envie de continuer.
Alors, ça peut se faire dans l'autre sens, hein, ça peut être une dame qui harcèle un monsieur, ou une dame qui harcèle une dame, ou un monsieur qui harcèle un monsieur. Nous, on voit tous les cas de figure dans nos cabinets. Et madame se dit, mais mon Dieu, comment je vais m'en sortir? Je voudrais bien m'en aller, sortir de la pièce, mais je ne sais pas comment faire, et sortir surtout de cette conversation. Donc là, on est, quand il y a en tout cas du harcèlement sexuel, on est dans un rapport de domination, on n'est pas d'égal à égal. Il y en a un qui cherche à prendre l'ascendant et être dans une emprise sur l'autre pour son propre désir, sans s'occuper de savoir si l'autre est intéressé ou pas. Il y a un rapport qui peut aller jusqu'à des humiliations et voire l'idée de détruire l'autre, notamment quand l'autre ne répond pas à nos attentes. Et ça peut, du coup, s'orienter vers du harcèlement moral, c'est-à-dire je fais payer à la personne qui ne dit pas oui, qui ne consent pas à ce que moi je souhaite. Donc on est plutôt dans une violence, au moins dans une violence en tout cas psychologique et morale. L'autre est perçu comme un objet et il y a un sentiment de sécurité, de la peur pour la personne qui se sent victime. Alors, il faut savoir qu'on peut se dire, bon, des fois, il y a des malentendus, on ne comprend pas toujours. C'est vrai qu'il y a des phénomènes culturels qui font que on peut ne pas se poser la question et se dire, bah, tiens, il a l'air intéressé ou elle a l'air intéressée, je continue. Cependant, nous sommes tous outillés, sauf quelques cas pathologiques ou certaines maladies, hein, comme le spectre autistique. Seulement, nous sommes donc tous outillés, ce qu'on appelle les habiletés sociales, pour percevoir les signaux qui peuvent être verbaux ou non verbaux chez l'autre, qui nous disent bah non, je ne suis pas très intéressée, je n'ai pas envie de continuer, non merci, passez votre chemin. Alors, est-ce que l'autre est open ou pas open? Telle est la question. Donc, le consentement, lui, on nous dit, et on n'a pas à discuter, le consentement, on nous dit qu'il doit être réciproque, qu'il peut être verbal, donc ça peut être écrit, ça peut être oral, mais il peut être non-verbal également. Alors, le non-verbal, ça peut être des silences, c'est dans l'attitude d'évitement, hein, et la personne vous fuit. Ça peut être des mimiques, ça peut être une posture qui laisse penser qu'on n'est pas intéressé, ça peut être souffler, soupirer parce qu'on en a marre, ça peut être une posture physique de fermeture, un visage fermé, le recul du corps, ne pas répondre quand la personne vous parle, voilà, quitter la pièce. Il y a tout un tas de signaux qui nous permettent de savoir qu'il y a un consentement ou il n'y a pas consentement. Le consentement doit être libre et éclairé, et il doit être donné par la personne elle-même. Le consentement est temporaire. Ça veut dire qu'à tout moment, une personne peut changer d'avis. C'est vrai au travail comme c'est vrai dans la vie privée. Votre collègue vous invite à boire un pot chez lui, chez elle, vous dites oui. Bon, ça vous engage, mais ça ne vous engage pas forcément à une relation sexuelle ou autre. On peut changer d'avis. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous avez eu un rapport intime avec quelqu'un que pour autant, ou vous avez ri à des blagues sexuelles et sexistes à un moment donné, si à un moment donné, vous n'avez plus envie de tout ça, vous avez le droit de changer d'avis et de dire non. Il n'y a pas de consentement si la personne n'a pas la capacité de consentir. Alors, pas la capacité, soit parce qu'elle est inconsciente, ou pas dans son état normal, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être les médicaments, ça peut être une personne qui dort, ça peut être une personne qui est dans le coma, ou alors elle n'est pas en capacité de consentir parce que c'est une personne vulnérable, donc avec des problèmes psychiques, par exemple, un handicap. Il n'y a pas de consentement non plus si la personne a subi des violences, des menaces, de la contrainte physique, morale ou financière. Et contrairement à ce que dit l'adage, il y a un adage qui dit qui ne dit mot consent, c'est tout à fait non juste et non justifié dans ce cas-là. En fait, c'est plutôt le contraire. Le silence ne vaut pas consentement et dans le doute, il faut s'abstenir. Pour ce qui me concerne, je vais terminer cette partie
en vous expliquant donc la différence entre les violences sexistes, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et le viol. Donc là, nous avons un continuum dans la violence qui va du moins grave avec les violences sexistes au plus grave, c'est-à-dire le viol, sachant quand même que les violences sexistes, c'est quand même grave et que ça peut avoir des conséquences graves sur la santé des individus. Le viol, il est défini par le code pénal. C'est un crime. Le viol, il est défini de la façon suivante. Donc, je vais utiliser des mots tout à fait crus et je vais vous donner des exemples aussi. Donc, vous allez excuser mon vocabulaire, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, le viol, c'est quand il y a une pénétration dans un orifice qui peut être vaginal, qui peut être anal ou qui peut être oral, avec une partie du corps de l'agresseur ou avec un objet. Donc là, je pense que la question du viol est quand même claire. On ne peut pas tellement se tromper. En ce qui concerne les agressions sexuelles, donc là, c'est un délit, c'est aussi dans le code pénal. Là, on vous parle d'atteinte sexuelle, mais sans pénétration. Mais par contre, il y a un contact. Et ce contact, il se fait sur principalement 5 parties du corps, c'est-à-dire le sexe, les seins, la poitrine, la poitrine, pardon, le sexe, les seins, les fesses, pardon, les cuisses et la bouche. Donc, un baiser forcé, un baiser volé, c'est une agression sexuelle. Mettre une main aux fesses, c'est une agression sexuelle. Les frotteurs dans le métro sont des agresseurs sexuels. Voilà. Concernant le harcèlement sexuel, alors là, on va en trouver une définition aussi bien dans le code pénal que dans le code du travail. Et d'ailleurs, la loi dite loi santé du 2 août 2021 nous dit, a aligné en fait la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail à celle du code pénal. Donc, en parlant de propos et de comportements à connotation sexiste ou à connotation sexuelle. Alors, il y a deux définitions du harcèlement sexuel, il y a deux cas de figure. Soit vous avez le harcèlement sexuel résultant d'un chantage sexuel, donc typiquement la promotion canapé. Hein, si tu veux une promotion, bah, va falloir être gentil. Hein. Et là, donc, c'est une pression grave qui est faite, et il suffit d'une seule fois. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une répétition pour qu'on puisse qualifier cet agissement de harcèlement sexuel. Autre cas dont vous avez peut-être entendu un petit peu plus souvent parler, c'est quand il y a une répétition. Donc, c'est le harcèlement sexuel constitué par des actes répétés. Il faut qu'il y en ait au moins deux. Il peut y en avoir plus, évidemment, mais deux suffisent. Ces deux actes ne sont pas d'ailleurs forcément mis en œuvre par le même auteur, par la même personne. On peut être harcelé sexuellement par plusieurs personnes. Alors, des exemples, bien, ça peut être des jeux de langue, ça peut être mimer une relation sexuelle, ça peut être des sifflements, ça peut être des effleurements, ça peut être sous prétexte de dire « Oh, t'as de beaux cheveux, tu sais, ils ont l'air bien doux, passer la main dans les cheveux de quelqu'un ». Et aussi beaucoup les plaisanteries, des plaisanteries obscènes. Voilà pour ce qui est de ce deuxième cas de harcèlement sexuel. Et puis, il y a un autre aussi qu'on peut préciser, qu'on appelle le harcèlement d'ambiance et environnemental, qui est aussi très répandu. C'est-à-dire qu'il n'est pas en direction spécifiquement d'une personne en général, mais c'est tout ce qui concerne les affiches, les fonds d'écran, l'écran de téléphone, etc. Donc, les calendriers des nus, hein, le calendrier des pompiers, le calendrier des pin-up, voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Principalement, c'est ça. Donc, c'est des choses qu'on retrouve très souvent. Vous allez voir, je sais pas, dans les garages auto, eh bien, ça paraît être normal, c'est dans la culture, sauf que non. Ça peut être considéré comme du harcèlement d'ambiance ou environnemental. Je pense que pour le harcèlement, j'ai dû vous dire à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, il nous reste les violences sexistes. Donc là, c'est une contravention. Le code pénal, lui, parle d'outrage sexiste.
Et le Code du travail, il parle d'agissement sexiste. Donc, un exemple, c'est critiquer une femme parce qu'elle n'est pas assez féminine ou un homme parce qu'il n'est pas assez viril. Ce sont toutes les blagues sexistes du genre ah tiens, aujourd'hui, tu as tes oreilles de femme, en fait, tu entends tout mais tu comprends rien. Voilà, typiquement. Ça peut être couper la parole systématiquement à une personne qui est dans une réunion, par exemple, qui est en minorité, si c'est, je sais pas, ça peut être 6 femmes et puis un homme, et dès que monsieur parle, on lui coupe la parole. Voilà, si c'est fait exprès parce que, ou pas exprès, mais parce que c'est un homme et dans les mœurs, on est dans de la violence sexiste. Autre exemple, demander à une commerciale, lui dire bah, écoute, ce serait bien que tu te mettes des jupes parce que ça fera plaisir aux clients. Voilà quelques exemples. J'espère que vous voyez bien la distinction entre les 4 types d'agissement. Et maintenant, je vais passer la parole au docteur Meyer et à Madame Rémy pour leur témoignage. Madame Rémy, en tant que DRH au sein de la société Queville Habitat, entreprise de plus de 200 salariés, vous êtes engagée dans une démarche de prévention pour lutter contre ces violences. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet? Pourriez-vous nous expliquer comment vous en êtes venue à aborder cette question des violences sexistes au sein de votre entreprise? Un sujet d'actualité, mais encore bien tabou dans les entreprises et tellement banalisé. Bonjour docteur. En fait, les choses ont débuté à Queville Habitat, je dirais certainement du coup par opportunité, mais surtout par un pur hasard. J'ai eu la chance de recevoir une invitation pour assister à une conférence qui était animée par Noémie Delattre. Retenez bien son nom parce que j'encourage toutes les personnes qui nous suivent d'aller sur Internet pour regarder ces différentes prestations. Donc, la thématique, c'était les femmes. Bon, donc, étant une femme, je me suis sentie un peu concernée. Et en fait, la conférence a démarré avec quelques clichés sur l'apparence de la femme, sur les atouts qu'elle peut avoir. Donc, au départ, c'était très drôle. On a beaucoup ri. Et au fur et à mesure de sa conférence, elle a expliqué justement ce que ça pouvait engendrer d'être une femme. À la fois qu'il fallait s'assumer en tant que femme, sans faire la promotion du féminisme. Et ensuite, elle a déroulé toute sa conférence sur être une femme dans la société, tout ce à quoi elle peut être confrontée. Alors, ça peut être simplement dans le vocabulaire, où par exemple le mot vainqueur n'existe qu'au masculin, mais il n'y a pas de mot au féminin. Et en fait, elle a imagé la condition des femmes dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle et puis dans la vie en société, dans le monde, selon les cultures. Et en fait, la conférence n'était plus du tout drôle. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et en fait, je me suis aperçue que même en tant que femme, il y a des situations que je trouvais normales, alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout normales. Elles sont plutôt en effet vulgarisées, banalisées, et comme vous le disiez à juste titre, parfois ça soulève des tabous. Et comme tout tabou, il faut avoir le courage de les évoquer. Donc cette conférence m'a beaucoup troublée et je me suis dit, je suis DRH quand même. Maintenant que j'ai entendu ça, qu'est-ce que j'en fais? Je ne peux pas simplement être bouleversée à titre personnel, il faut que j'en fasse quelque chose. Ensuite, j'ai eu la chance de participer aussi, comme parlait Sophie Bardot via la MSN, à une manifestation qui était organisée à la préfecture, pareil, sur la thématique des violences sexuelles et aussi de l'égalité professionnelle, parce que généralement, on passe par là, c'est moins choquant. Et il y a eu une troupe de comédiens, des acteurs qui ont joué des scénettes. Et en fait, c'est pareil, d'une situation très banale, c'est devenu très choquant. Et j'ai pris conscience aussi que c'était choquant, bien évidemment, et traumatisant pour la victime de tels agissements, mais que les témoins étaient aussi essentiels et que parfois, un simple comportement pouvait faire évoluer une situation, soit de manière dramatique ou au contraire, stopper les choses.
Donc, ces deux événements m'ont beaucoup interpellée en tant que personne. Et puis voilà, il fallait faire quelque chose. Maintenant que j'en avais conscience, je ne pouvais plus attendre. Donc en fait, comme nous menons une politique santé, sécurité, bien-être au travail depuis de nombreuses années, ben voilà, ça a été le déclic. Je me suis dit, bon, bah allez, on traite de cette thématique. Et alors, est-ce que l'obligation légale a joué un rôle dans cette impulsion? Ben non, en fait, puisque de toute façon, l'impulsion était partie. Il fallait absolument qu'on s'approprie ce sujet, qu'on en fasse quelque chose. Donc en fait, certes, on a nommé très vite des référents au sein de l'entreprise. Et pour ce faire, voilà, j'en ai parlé dès le début aux membres du CSE qui ont été partie prenante dès le début. Et nous avons suivi la DRH avec deux membres du CSE une formation spécifique sur qu'est-ce que c'est un référent harcèlement sexuel. Ça a permis de libérer la parole. Nous avons été dans cette formation 2 hommes, 2 femmes. Et en effet, les hommes sont aussi confrontés, il ne faut pas le nier. Et tout de suite, on s'est mis d'accord sur quel message on voulait passer de manière commune dans l'entreprise. Il fallait absolument que chacun en ait un rôle, qu'on puisse bien le définir, mettre en place quelque chose rapidement, une procédure, même si le mot me semble très léger par rapport à ce risque, mais vraiment savoir qui faisait quoi et de quelle manière. Ils ont été rapidement convaincus aussi, après avoir suivi cette formation, qu'il y avait un enjeu majeur et que il fallait absolument qu'on se l'approprie dans l'entreprise. Donc en fait, quand la réglementation est arrivée sur les référents harcèlement sexuel, on se dit « Ah, chouette, il n'y a pas que nous qui pensons à ça ». Mais voilà, ça a été une opportunité de plus de l'officialiser par un texte, mais nous avions déjà commencé la démarche. Et alors, est-ce que vous pouvez nous préciser comment cette démarche a été accueillie au sein de votre comité de direction, au sein du CSE, du C2SCT? On voit bien que l'adhésion des instances, elle est primordiale. Comment vous les avez convaincus de l'intérêt de cette démarche? Alors, j'ai raconté ce que je viens de vous dire en fait au comité de direction, évidemment majoritairement masculin, hein, comme la plupart des entreprises. Et en fait, j'ai été agréablement surprise, je n'ai pas eu besoin de convaincre. J'ai expliqué vraiment ce que j'avais ressenti, ce que j'avais identifié comme nécessaire dans l'entreprise. Et en fait, ils ont été sensibilisés très rapidement, sans frein. Ils étaient juste un petit peu fébriles sur ok, d'accord, on y va, mais comment on va faire en fait? Comment, s'il y a une situation comme ça, comment on s'y prend? Donc rapidement, voilà, ils ont été partie prenante. Donc en fait, très rapidement, on a organisé une sensibilisation pour le comité de direction que nous avons élargi au comité de management, l'ensemble des managers, pour qu'ils puissent, dans un premier temps, parce qu'il faut y aller en douceur, suivre une sensibilisation, mais en e-learning, chacun dans son bureau. C'était important pour nous qu'il y ait des prises de conscience et surtout rassurer, comme l'a dit Sophie Bardou, on peut toujours plaisanter, on peut toujours séduire. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. De nombreux couples se forment sur le lieu de travail. Donc, ça n'enlève rien à l'humain qui est présent dans l'entreprise, à toutes les relations interpersonnelles qui sont souvent, heureusement, de qualité. Mais en fait, je leur soutiens très rapidement. Et en fait, pour aider à prendre conscience, je leur ai proposé, avant de parler largement de ce sujet, de faire une campagne d'affichage un peu choc pour voir la réaction des salariés, pour les interpeller et puis voir leur réaction pour moi bien cibler du coup le plan d'action qu'il fallait mettre derrière, bien les sensibiliser sur qu'est-ce que c'est un agissement sexiste, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, les petites phrases parfois qui sont banalisées un peu en blague, ben non, il faut peut-être les modifier, on peut toujours plaisanter, mais pas de cette manière. Donc en fait, rapidement, voilà, on a mis en place ces affiches, une campagne d'affichage, comme vous le voyez, avec des couleurs vives pour que ça interpelle. Et en fait, c'était assez surprenant parce que les gens, ça a créé en fait de l'échange. Ce n'est plus devenu un sujet tabou. Alors au départ, c'était « Oh, t'as vu, la DRH, ils nous remettent des affiches, voilà. »
Bon, mais au moins, ça, comment dire, ça a créé de la discussion. En parallèle, une fois que la campagne d'affichage a fait ses effets, nous avons organisé une formation pour l'ensemble des collaborateurs. Alors, je pense que certains, ça va les interpeller en disant que c'est un coût. Oui, c'est un coût de frais de formation. Par rapport au risque contre lequel nous souhaitons lutter, je pense que c'est vraiment anecdotique. On a créé plusieurs groupes, ça a permis aussi aux gens de parler, d'apprendre, mais aussi potentiellement de libérer la parole. Dans le cahier des charges de la formation, hein, il y avait pour la personne qui intervenait, attention, si vous sentez que quelqu'un est mal à l'aise dans la formation, il y avait la possibilité de quitter la formation ou alors de venir me voir pour discuter de certaines situations. Donc, en fait, les gens sont allés en formation, la discussion s'est faite naturellement. Alors, on a quand même eu quelques hommes qui m'ont pris moi à partie en disant, oui, enfin bon, les hommes, on est toujours attaqués. Cette formation-là, c'est pour les femmes, vous êtes encore dans la cause féminine. En parallèle, il y avait en effet tout ce qui se passait dans les médias sur Balance ton port. Et donc, dans la formation, on leur expliquait bien, comme on a vu là au début du webinaire, non, il y a des hommes aussi. Et du coup, ça veut dire que dans l'entreprise, on est aussi en capacité d'écouter les hommes. Il ne faut pas nier que les femmes sont plus souvent les victimes de manière considérable, mais on accepte aussi qu'il y ait des hommes. Et c'est pour ça que dans notre groupe de référents, il y a aussi des hommes et femmes pour que les salariés puissent se diriger vers la personne avec qui ils sont le plus à l'aise. Puisqu'évidemment, il y a une confiance qui est indispensable. Donc, une fois que ces choses se sont mises en place, on a fait une note de service, bien évidemment, pour affirmer notre engagement contre la lutte, pour la lutte contre le harcèlement. On a défini un mode opératoire qui fait quoi? On a compilé en effet toutes nos actions dans une newsletter spécifique sur la prévention du harcèlement sexuel, puisqu'on a une newsletter par trimestre sur différents risques professionnels. Et là, on a communiqué, certes une note de service, mais aussi une communication spécifique en donnant les noms des référents harcèlement, en donnant leurs coordonnées, leur bureau, pour en fait pouvoir permettre aux salariés de venir, de téléphoner, d'envoyer un mail. Et aussi, on a créé une boîte aux lettres. Alors, est-ce que ce sera le canal le plus utilisé? Je ne sais pas, mais en plus, une boîte aux lettres spécifique si les gens voulaient nous alerter. Et bien sûr, à chaque fois en assistant, que les personnes soient victimes ou témoins. Donc, on a fait tout ça. Alors, après, j'ai eu un bon retour sur investissement, je vais dire. Alors, je ne sais pas si j'ai protégé quelqu'un, si l'entreprise a permis une prise de conscience, certainement. On a un salarié qui est un petit peu revendicatif. Oh, tu nous fais suer avec tes affiches, là, ça y est, tu nous joues la féministe. Enfin bon, j'ai tout entendu, même si je savais quoi répondre. Et puis, quelques temps après, il est venu me voir, il me dit, bon, ce qu'on fait, c'est pas forcément des conneries, des trucs. Ah bon? Je dis, bah ouais, parce que ce week-end à la maison, ma fille. Bon, enfin bref, ça m'a fait réfléchir. Et en fait, voilà, ce jour-là, je me suis dit, bon, peu importe les effets de notre campagne, de notre engagement, si ça a permis une prise de conscience, si ça a aidé, là, en l'occurrence, une jeune fille, pour moi, l'objectif était atteint. Alors certes, ça dépasse peut-être le cadre de l'entreprise, mais comme toutes les actions que nous faisons, nous, autour du bien-être, si ça peut être utile, ça va être un peu pompeux, mais à la société en général, c'est qu'on fait les choses et que ça a vraiment une utilité. Alors tout ça, c'est pareil, ça peut paraître un peu théorique. Donc on a testé aussi notre dispositif, puisqu'évidemment, on sait bien en matière de prévention, normalement, c'est supprimer le risque, mais quand ça concerne l'être humain, voilà, ça serait un peu ambitieux de dire qu'on a supprimé le risque. Donc, on est allé un peu plus loin dans la démarche. On a organisé une simulation de gestion de crise traitant justement de cette thématique.
c'est dire, attention que Vie Habitat, vous avez affiché partout votre engagement, vous avez communiqué à outrance auprès de vos salariés que tout était fait, qu'il y avait un mode opératoire, une procédure de signalement, des référents, le CSE vous suit, le comité de direction vous suit, et pourtant, l'exercice, c'était, vous avez une salariée qui a fait une tentative de suicide, qui est à l'hôpital, et qui a laissé un courrier disant qu'elle était victime de harcèlement. Bien évidemment, quand j'ai fait faire cet exercice de crise, je n'avais pas dit la thématique. Et là, en fait, la première réaction a été l'abattement en disant « mince, on a tout fait ». Bah oui, mais justement, comment on communique à nouveau, comment on procède, comment on accompagne aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les collègues qui souvent ont des relations privilégiées entre eux. Et cet exercice nous a permis de prendre conscience aussi que comme tout risque, on peut avoir fait le maximum de choses en termes de prévention. Il ne faut pas oublier que malgré la prévention, malheureusement, il peut quand même avoir lieu. Donc cet exercice a été très intéressant et a remobilisé à nouveau le comité de direction. Donc prévenir pour éviter ce genre de situation, donc vous l'avez fait. C'est vrai que vous avez développé dans votre entreprise depuis de nombreuses années une culture de la prévention. Faire de l'entreprise un espace protégé du sexisme, d'accord, mais vous avez simulé une situation de crise, mais vraiment, on sait que ça peut arriver malgré tout. Comment accueillir la parole de la victime, des témoins, vous en avez parlé aussi, du présumé agresseur également. Comment vous avez organisé cette démarche en cas de situation de crise ? Alors, on a identifié en fait les différents acteurs, les différentes parties prenantes dans ce genre de situation. Donc, on a beaucoup communiqué aussi sur le rôle du médecin du travail, que le salarié pouvait bien évidemment, qu'il soit victime ou témoin, voir le médecin du travail pour échanger. Lui laisser aussi cette personne plus neutre qu'une personne de l'entreprise. Donc, on a beaucoup insisté dans nos newsletters, on a bien donné les coordonnées. On a expliqué qu'il y avait la DRH, certes, qu'il y avait les référents, qu'il y avait aussi les psychologues. Et on a beaucoup insisté sur qui fait quoi, parce qu'évidemment, la partie recueil, je dirais, de la victime, comment faire l'entretien avec elle. En fait, bien savoir qu'est-ce qui relève du recueil de l'information et ensuite les gens, qu'est-ce qu'ils en font. Les référents avaient besoin aussi d'être rassurés. Eux, ils ont de l'information, mais ils n'ont pas le pouvoir disciplinaire. Donc, à quel moment leur rôle s'arrête et que ça devient quelque chose qui relève de la direction et du pouvoir disciplinaire. Donc, on a créé là encore des outils, alors qu'ils ne sont pas magiques, qui pour l'instant, par chance, n'ont pas encore été soumis à l'épreuve. Mais comment on recueille les propos de la victime? Est-ce que les référents avaient la question, mais je commence comment l'entretien? Donc, on a créé des outils pour ça, pour l'entretien de la victime, pour l'entretien des témoins, pour l'entretien aussi du harceleur, pour bien déterminer les rôles de chacun. Donc, bien dissocier que nous sommes plusieurs intervenants sur cette thématique et que chacun, nous avons un rôle différent. Donc, il y a bien la médecine du travail, la DRH, les référents, les psychologues, et que chacun a un rôle à jouer, mais on n'a pas forcément les mêmes rôles. J'ai insisté, la confiance, c'est vraiment la clé de la réussite. Donc, on a vraiment ouvert tout le champ des possibles en mixant aussi hommes, femmes, instance du personnel, personnes plus neutres, DRH, médecins du travail, psychologues, pour vraiment qu'il y ait le maximum d'interlocuteurs possibles, mais tout en redonnant un cadre qui fait quoi quand ça se produit. Puisqu'en effet, on va dissocier la prise en charge, un recueil d'informations d'une prise en charge psychologique ou de la partie disciplinaire. Donc, on a mis en place des outils, on a eu notre newsletter, mais surtout en rappelant bien qui fait quoi. Votre témoignage, Madame Rémy, montre vraiment tout l'intérêt de parler de ces agissements dans l'entreprise, de rendre visibles les manifestations du sexisme ordinaire par l'affichage, de qualifier ces agissements sexistes et de cette prise de conscience afin de changer les représentations sur ce sexisme et surtout qu'agir est possible dans l'entreprise.
Donc, pourquoi l'entreprise doit se préoccuper de ce risque? Je vais faire un petit peu une synthèse de tout ce que vous avez donné déjà comme argument. Alors déjà, le sexisme, c'est une réalité dans les entreprises. Il ne faut pas croire que le sexisme, c'est incontournable dans l'entreprise parce que ça a toujours existé. Il ne faut pas croire que le problème, que ce n'est pas le problème de l'entreprise. En effet, le sexisme ordinaire ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, les enjeux sont multiples, mais également pour les salariés. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un risque professionnel. Qui dit risque professionnel engage la responsabilité de l'employeur. Et d'ailleurs, la loi santé-travail du 2 août 2021 vient renforcer les obligations légales de l'employeur en matière de violences sexistes et sexuelles au travail, comme l'a précisé Sophie Bardou tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains environnements de travail, certaines conditions de travail sont propices à ces violences sexistes et sexuelles au travail. Et il convient de repérer ces situations pour agir. Quelques exemples, le travail isolé, le manque de mixité dans les unités, dans les entreprises, des horaires décalés, le travail de nuit, une culture sexiste dans l'entreprise. On a vu que ça existe. Mais ça peut être aussi un travail sous pression, des rapports professionnels très hiérarchisés. Comme les autres risques psychosociaux, les violences sexistes et sexuelles au travail peuvent avoir un impact sur la santé des salariés, qu'elles soient victimes, que ce soit également les témoins, mais aussi les auteurs de tels faits. Alors, quel impact sur la santé? Ça peut être au titre de l'événement grave, psychotraumatisant, et on peut penser particulièrement à des situations d'agression sexuelle, mais pour des faits répétés, dénigrants, voire humiliants, ça peut avoir aussi des effets sur la santé physique, la santé mentale, comme tous les risques psychosociaux. Il ne faut surtout pas minimiser ces faits, parce que ça a un impact, ça peut avoir un impact sur la santé des salariés. Ça peut avoir un impact sur le collectif de travail, mais également, il ne faut pas oublier les conséquences pour l'entreprise, en termes de désorganisation, de dysfonctionnement lié aux absences, un turnover, ça peut être une diminution de la performance globale, une perte des compétences, une atteinte de l'image de l'entreprise, le risque de contentieux, il ne faut pas oublier non plus, donc des coûts pour l'entreprise. Donc, l'entreprise a un rôle à jouer, car il est essentiel que la parole du salarié se libère et ne se limite pas uniquement à la confidentialité de la consultation avec le médecin du travail ou à l'entretien avec les psychologues du travail, même si c'est souvent là le lieu de ces échanges et le lieu où on peut évoquer ces violences. Mais autant de questionnements, d'interrogations sur le comment faire, à qui en parler, faut-il en parler? Qu'est-ce que je crains si j'en parle? Donc, autant de questions voilà, qui sont évoquées, mais qui ne doivent pas rester qu'au sein du cabinet médical. Et en tant que médecin, je dirais que la prise en charge des salariés, elle sera d'autant plus aisée que l'entreprise sera engagée dans une démarche de prévention. La prévention de ces violences peut être aussi un formidable levier pour les managers afin de fédérer les équipes. Donc, je dirais que prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est possible. Ce n'est pas une fatalité et c'est l'affaire de tous, pas uniquement du référent, pas uniquement de la DRH, pas uniquement du médecin du travail. Et encore une fois, lutter contre les violences sexistes n'empêche pas l'humour et la séduction. Lutter contre le sexisme, c'est s'engager. C'est en parler dans l'entreprise, sans jugement, sans stigmatisation, dans un climat de confiance, vous l'avez dit, Madame Rémy, en y associant direction, représentants du personnel, service de santé au travail. Et c'est déjà là une première étape dans la démarche de prévention. On est dans la prévention primaire. Alors, comment les services de santé au travail peuvent accompagner les entreprises, peuvent les aider sur un sujet toujours pas si facile que ça à aborder dans les entreprises? Souvent, on voit bien que les employeurs sont démunis. Donc,
on peut vous aider à évaluer d'abord ce risque. Pour cela, nous avons créé un outil qui est la fiche repère, qui va vous permettre de faire un état des lieux, d'identifier les situations qui peuvent favoriser les comportements sexistes, comme on vient de le dire. Et ça permet aussi de se poser les bonnes questions sur ce qu'il existe dans l'entreprise, ce que employeur vous avez déjà mis en place sur ce sujet-là. Les services de santé au travail peuvent également vous accompagner et vous accompagner donc à partir du moment où vous engagez dans une démarche collective, et je rappelle qu'elle doit être menée conjointement avec le représentant du personnel, nous pouvons vous aider à mettre en place un plan d'action, notamment, comme vient de le préciser Madame Rémy, introduire ce risque dans le document unique, mentionner dans le règlement intérieur les dispositions du Code du travail, désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes, encourager les signalements, mettre en place une procédure spécifique d'alerte et de gestion des situations de crise, sensibiliser et former les managers et les salariés, accompagner les situations avérées, prendre en charge les salariés victimes, mais aussi les témoins, orienter vers les personnes compétentes. Donc, tout un plan d'action, voilà, où les services de santé au travail peuvent vous accompagner. Nous avons également fait une plaquette explicative, cette fois qui sera destinée aux salariés, avec des conseils pour une prise en charge des victimes, pour expliquer ce que c'est qu'un agissement sexiste, comment montrer son désaccord, comment se préserver, comment demander de l'aide. Et puis, nous avons également des fiches pratiques, notamment sur comment agir en situation de crise, que faire face à un signalement. L'employeur doit réagir immédiatement et prendre toutes les mesures pour faire cesser les faits de violences sexistes et sexuelles au travail et protéger les victimes. Alors, comment mener une enquête interne? Quelles en sont les étapes? Autant de conseils que nous pouvons vous apporter dans le cadre d'un plan d'action. Les services de santé au travail peuvent aussi vous accompagner, employeurs, DRH, CSE, lors de sensibilisation. Donc, pour en terminer et conclure, voilà, j'ai envie de dire un message à faire passer, un message à retenir. Les VSST, les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est non chez nous, dans l'entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant, rapidement, je vais laisser la place à vos questions. Il nous reste encore quelques petites minutes. Et donc, Carole Ouvry, qui a pu récupérer voilà, sur la place, il y a quelques questions. Oui, merci Michel. Oui, nous avons peu de questions, beaucoup de personnes intéressées pour recevoir les outils. Donc, vous êtes inscrits, donc nous avons vos adresses mail et vous recevrez les outils par mail. Une question de Madame Astier-Bernardin quand même, qui dit une crainte qui persiste dans l'entreprise lors de la dénonciation de faits par une femme. Il n'y a souvent pas de témoins. Est-ce que le présumé auteur est condamné d'avance? Alors, bon, il n'y a pas de juriste parmi nous. Ce qu'on peut vous dire, c'est que non, le présumé auteur n'est pas, puisqu'il est présumé, comme vous le dites très bien, il est présumé auteur. Donc, voilà. Et nous ne nous substituons pas au juge. Nous ne sommes pas conseillers prud'homaux, rien de tout ça. Donc, en tant qu'employeur, bien sûr, on se doit de mener une enquête. C'est très, très important, c'est même nécessaire. Pour autant, il faut distinguer plusieurs sanctions possibles. Il y a la sanction disciplinaire, c'est une chose. Si l'enquête a montré qu'effectivement, il y avait des agissements et qu'on pouvait le prouver par des attestations ou autres, et sans… Alors, les preuves, elles sont diverses. Ça peut être effectivement des témoins, mais ça peut être aussi des SMS, ça peut être des mails tendancieux. Il y a tout un tas d'éléments de preuve. Et d'ailleurs, dans le flyer, la plaquette pour les violences, pour les personnes qui subiraient des violences, vous allez voir
j'ai mentionné des éléments de preuve pour vous donner quelques idées. Donc, il peut y avoir des sanctions au pénal, il peut y avoir des sanctions au civil, au prud'homme, et il peut y avoir des sanctions disciplinaires, et tout ça, c'est indépendant. Bien sûr, si une personne est condamnée au pénal ou au prud'homme, et que vous, en tant qu'employeur, vous ne faites rien dans l'entreprise, faites comme si ça n'était jamais arrivé, vous allez perdre toute crédibilité. Maintenant, si la personne n'est pas condamnée au prud'homme, mais que vous, l'enquête interne que vous avez menée laisse penser qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'éléments qui disent que cette personne se comporte mal avec un collègue, une collègue ou des collègues, ben, vous devez de sanctionner. Vous ne sanctionnez pas, vous êtes en train de transmettre le message que ben, chez nous, on a le droit de harceler en toute impunité. Est-ce que ma réponse est suffisante ? Vous avez quelque chose à ajouter, Dr Meyer, Madame Rémy? Juste une petite chose par rapport à cette question qui me revient là, c'est que dans le Code du travail, il est quand même mentionné que ce soit la victime ou que ce soit des témoins, normalement, ils sont protégés, ils ne doivent pas être inquiétés dans le Code du travail. Normalement. On a deux nouvelles questions alors par ordre d'arrivée. Et le harceleur, comment le prendre en charge? L'accompagner n'est-il pas aussi prévenir une rechute? Je vais bien répondre aussi. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, soit vraiment, les agissements sont très graves et vous devez peut-être licencier. Si la personne n'est pas licenciée, qu'elle est maintenue dans l'entreprise, il doit y avoir en principe quand même une sanction disciplinaire. Il faut assurer toutes les personnes que cette personne ne va pas recommencer et il faut l'accompagner. C'est le même principe qu'avec une personne qui aurait un problème d'addiction et que ça pose problème dans l'entreprise, on va l'accompagner. On ne va pas la licencier parce qu'elle a un problème d'addiction, sauf qu'elle a vraiment des manquements graves. Voilà. Alors, toutes les raisons qui font qu'il y a un comportement qui n'est pas adapté, il est quand même important et que si la personne reste, de l'accompagner pour qu'elle ne réitère pas ce genre de comportement. Il m'arrive, en tant que psychologue du travail, de recevoir aussi des personnes qui sont présumées auteurs ou qui sont auteurs et qui sont quand même dans l'entreprise et que le médecin du travail nous envoie. Donc, il faut les prendre en charge parce que plus on va les culpabiliser, etc. Alors, on les met devant leurs responsabilités, bien évidemment, mais c'est aussi la loi et l'employeur qui doit s'occuper de ça, mais on ne nie pas ces choses-là. Mais aussi, on va travailler avec eux, comment ils peuvent s'y prendre, qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas de la thérapie non plus, on n'est pas thérapeute, donc il faut savoir aussi orienter les personnes. Le travail, ça peut être ça, orienter les personnes. Il y a des associations, il y a tout un tas du réseau pour pouvoir les aider à condition qu'ils ne soient pas des génies qui veulent bien le faire. Mais il faut les accompagner aussi. Oui, tout à fait. Hein. Je complète en disant que médecins du travail, on reçoit les victimes, on reçoit les témoins, mais on reçoit aussi le harceleur présumé. Encore une fois, sans jugement, sans stigmatisation. En tant que médecin, je considère voilà, tout le monde a le droit d'être écouté. Cette écoute, là aussi, bienveillante. Et donc, c'est important de ne pas les laisser de côté. Et il faut aussi les prendre en charge et les accompagner. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? On a un petit peu dépassé le timing. C'est sur l'enquête, en particulier, Madame Delvaux qui précise plusieurs enquêtes CSSCT, mais basées uniquement sur des faits. La victime, souvent, n'a pas de preuves et l'enquête ne décèle dans 98% des cas pas de harcèlement. Comment faire? Sans le besoin d'être outillé pour enquêter. Madame Rémy, comment Alors en fait, les preuves, c'est un grand mot. Je pense qu'il faut aussi démystifier. Parce que souvent en RH, on a besoin de faits factuels pour faire des griefs. Dans les outils que vous a montré le docteur Meyer, notamment la petite plaquette destinée à la victime, il y a justement les marches à suivre, de tenir alors c'est dramatique, mais un carnet de bord des événements
Ça peut être quelque chose de très utile. Donc, en fait, ce n'est pas forcément des preuves factuelles. Ça va être aussi beaucoup du récit par rapport à la chronologie et à la nature des faits. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'attarder. Ah, mais oui, mais je n'ai pas de photo quand il a fait ça, je n'ai pas enregistré, personne n'a vu. Non, il faut vraiment laisser la possibilité aux personnes de s'exprimer. Et je pense qu'il est important de communiquer aussi pour, comment dire, leur laisser la possibilité et pas les enfermer justement, mais j'ai pas de preuves. Parce que sinon, pareil, on interdit à la personne de libérer sa parole. Donc, c'est important hein, de bien communiquer. Elle peut voir le médecin du travail, la personne, elle peut voir le psychologue qui donnera aussi les outils en disant, mais voilà, c'est pas forcément un fait concret, des choses comme ça. Et voilà, pensez à écrire ce qui s'est produit, les paroles qui... Et voilà, et je pense que tout ça, c'est très important. Parce que si on est simplement sur la notion de preuve, bah, les personnes ne vont plus parler. Alors certes, hein, gardez vos SMS, des choses comme ça, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc voilà, il est important de donner la possibilité à la personne de s'exprimer sans lui dire bah, de toute façon, tu n'as pas de preuve. Alors, il existe, vous pouvez trouver sur Internet des modèles de courrier d'alerte en direction de l'employeur. Hein. C'est facile de trouver ça. Donc, les salariés peuvent trouver des modèles tout près pour dire à l'employeur « Attention, il se passe quelque chose, soyez attentifs, etc. » Donc déjà, ça, c'est une première chose qui est importante. Et souvent, il y a des victimes qui n'osent pas, elles ont peur de parler, certes, et puis souvent, elles ne savent pas comment s'y prendre. Donc, voilà, donc quand on leur dit bah, « Écrivez, faites un courrier à votre employeur », ils disent bah oui, mais je mets quoi dedans, comment je le tourne, etc. Donc, ça peut être facilitant aussi, par exemple, si vous avez un kit ou des documents que vous donnez, vous transmettez à vos salariés, eh bien, de leur donner un modèle type de courrier d'alerte. En effet, ça pourrait faire partie d'un kit d'intégration, au-delà du petit courrier de bienvenue, voilà. Nous n'avons plus de questions sur le chat. Voilà, Madame Delattre, qui est l'actrice, comédienne, on cherchait le nom, voilà, qui vous a donné envie de vous lancer dans la démarche, c'est bien Noémie Delattre. Oui, tout à fait. Et puis, donc je le répète, hein, les outils qui vous ont été présentés vous seront adressés au mail que vous avez indiqué dans votre inscription. Le diaporama qui était également demandé sera évidemment proposé également. N'hésitez pas à indiquer vos sources si vous les réutilisez. Et puis, voilà, je ne vois plus d'autres questions. Des remerciements à vous, mesdames les intervenantes. Merci pour votre attention et puis bonne mise en pratique. Eh bien, merci à tous. Nous allons maintenant quitter le live et vous laisser participer aux autres webinaires. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.